Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. La famille, pilier des relations sociales, mais aussi de la confiance en soi pour les jeunes. Le baromètre jeunesse et confiance d'OpinionWay vers le haut nous détaille ce sujet. On en parle dans la première partie de notre émission. Mieux se connaître et construire son avenir grâce au projet Moteur, un film d'1 minute 30 grâce auquel des jeunes vont chercher à s'exprimer. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan vous fera la lumière sur les 20 ans de YouTube, la plateforme dont la croissance ne ralentit pas malgré les années. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter ce journal, sous pression dans le dossier des violences au sein de l'établissement de Betterham, François Bayrou a rencontré 9 des 112 victimes. Le rendez-vous s'est tenu samedi dernier, 3h15, même et demie d'entretien avec le Premier ministre. Les 9 membres du collectif de victimes s'étaient rendus à la mairie avec une liste composée de 8 attentes pour le Premier ministre. Et à la sortie justement de cet entretien, Alain Esquer, le porte-parole des victimes, salue un jour historique, une immense victoire. Il en a profité pour interpeller avec émotion, écoutez le Premier ministre. J'ai entendu pendant des centaines d'heures le récit de mes camarades qui ont survécu tant bien que mal à ces épreuves qu'il fallait endurer. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Betterham, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. Alors, le chef du gouvernement a promis des actions, notamment de détacher des magistrats supplémentaires au sein du parquet de Pau afin d'aller au bout du travail de l'enquête qui a été lancé il y a déjà plus d'1 an. Un programme de sensibilisation sera également mis en place auprès des enfants. François Bayrou a rappelé qu'il était obligatoire de déclarer un tout soupçon de violence sous peine de sanction. Il veut aussi examiner la prise en charge des victimes de violences sexuelles et notamment psychologiques. Enfin, il a redonné le numéro vert qui était demandé, le 119. Concernant les accusations à présent de Mediapart, comme quoi François Bayrou savait ce qu'il se passait lorsqu'il était ministre de l'Éducation, mais aussi au Conseil régional, et bien ce dernier s'est défendu. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996. Quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes. Et que cependant on est resté sous les radars. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Encore une fois, c'est des affaires qui ont 30 ans, 25 ans et depuis vous n'en avez pas entendu parler. Et moi non plus. Et c'est une des choses qui sont inacceptables. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Les socialistes appellent à ce que François Bayrou fasse toute la lumière sur cette affaire. Du côté des Insoumis, on appelle à sa démission. Toujours sur le plan judiciaire, un professeur de mathématiques a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après les accusations d'atteinte sexuelle sur son élève de 3e. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Les faits remontent à la fin de l'année dernière, l'année 2024. Selon plusieurs médias, la collégienne victime qui suivait des cours particuliers à domicile de ce professeur a dénoncé plusieurs formes de violences sexuelles de sa part. L'adolescente a aussi dénoncé des faits de viol, des faits présumés confirmés par le parquet de Versailles. Vendredi, il est sorti libre du tribunal, mais il reste sous le coup d'une interdiction d'exercer son métier. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. C'est ce qu'estimait en décembre dernier un collectif qui rassemblait une vingtaine d'associations liées à la protection de l'enfance. Poursuivons avec cette expérimentation qui se déroule à Saint-Raphaël. Le maire impose aux enfants âgés de 6 à 12 ans à assister chaque matin au lever du drapeau français, au garde à vous et à chanter la Marseillaise. Et sont concernés les enfants en fait qui sont en ce moment dans les centres aérés de la commune et qui passent les vacances scolaires dans ces lieux. Un mât a donc été installé dans la cour de tous les centres aérés de la commune pour que les enfants puissent se réunir autour le matin. Pour l'opposition, il y a des réserves. C'est le cas d'Emmanuel Cocus, élu écologiste au micro d'RMC ce week-end.
La citoyenneté, c'est quelque chose qui se construit. Les enfants de 6 ans, face au texte de la Marseillaise, sans aucune médiation, je ne pense pas que le but soit atteint. Et de l'autre côté, la réaction du maire LR, Frédéric Masquelier, qui défend, lui, son idée. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui s'interrogent. Ce qui les gêne, c'est qu'on veuille mettre la France en avant. Donc je m'interroge beaucoup sur les interrogations de certains. Et pour aller plus loin, l'élu a même envoyé un courrier à la ministre de l'Éducation pour demander cette expérimentation au sein de toutes les écoles primaires de sa commune. Sur un tout autre sujet, à Marseille, l'inquiétude grandit après la mort d'un homme à proximité d'une école. Et le tout sur fond, une nouvelle fois, de trafic de drogue. Les habitants du quartier de la Cayolle, théâtre de nombreuses fusillades mortelles liées au trafic de drogue, sont de plus en plus inquiets. Ils tirent la sonnette d'alarme. L'année dernière, les bus avaient d'ailleurs momentanément arrêté de traverser le quartier après des guet-apens. Les moyens déployés ne suffisent pas, selon la maire de secteur, Anne-Marie Destienne-Dorve, au micro Europe 1. C'est insupportable de voir un point de deal qu'on n'arrive pas à faire disparaître. Il se passe quelque chose. On a un mort. 2 jours après, on a encore eu des tirs. On est obligé aujourd'hui de demander la présence de la police. L'élu espère notamment la mise en place d'une vidéo de surveillance et d'une caméra de surveillance après la destruction de la précédente en 2023. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Si la famille reste essentielle et un vrai pilier pour une majorité de jeunes, eh bien elle peut être aussi un frein, notamment pour ceux issus des quartiers populaires, dits prioritaires. Un lien sera établi entre milieux socio-économiques et relations de famille. On en parle avec notre invité. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Stéphane Lipiansky. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rapporteur de l'étude La famille, un pilier éducatif fragile, publié par Vers le Haut en partenariat avec l'Institut de sondage Opinionway et le soutien de la Fondation Entreprise AG2R, la mondiale. Alors la famille est-elle un frein ou un tremplin? C'est effectivement des questions qu'on va se poser grâce à ce baromètre jeunesse et confiance. Vers le Haut, c'est un think tank et ça a été publié, ce rapport, je crois, le 10 janvier. On voit, en tout cas c'est le chiffre qui ressort, que 62% des jeunes c'est quoi? C'est en dessous de 25 ans déjà? Dans notre panel, c'est entre 16 et 25 ans. 16 et 25. 62% des jeunes ont une relation de confiance avec leurs parents. Est-ce que c'est un chiffre rassurant? Oui, c'est un chiffre rassurant. Et effectivement, après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les détails, c'est-à-dire que c'est pas tous les jeunes qui ont une relation de confiance avec leurs parents. Il y a effectivement une différence, notamment entre les jeunes qui viennent des quartiers prioritaires, où c'est un peu moins le cas. Et là, on se dit peut-être qu'avoir une relation de confiance avec ses parents, ça dépend aussi tout un environnement, et notamment un environnement économique, socio-économique qui joue. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que derrière cet aspect, on va dire positif, il y a aussi des aspects un peu plus négatifs dans le baromètre sur la relation avec les parents, puisque effectivement on a à peu près un tiers des jeunes qui voient aussi des aspects négatifs dans la relation avec leurs parents. Oui, bien sûr, c'est toute l'étude effectivement qui nous permet de comprendre tout cela. Quand on parle de confiance, ça englobe quoi la confiance? Parce qu'on pourrait penser effectivement à la fois au lien, à la discussion, la confiance effectivement économique dont vous venez de parler. Ça veut dire quoi confiance? Alors, on a soumis le mot tel quel et je pense qu'effectivement les jeunes mettent plusieurs choses derrière ce mot-là. Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans le mot de confiance, c'est effectivement le fait que dans une autre question du baromètre, en fait, on leur demande quelles sont les compétences et les valeurs qui leur ont été transmises dans la famille. Et celle qui revient en premier lieu, c'est la compétence d'autonomie. Et moi, je vois un lien entre effectivement confiance et autonomie, c'est-à-dire quelque part, ce que les jeunes sentent dans leur famille, c'est que finalement, on les regarde comme autonomes, comme être capables de faire des choix, et ils attendent finalement aussi de leurs parents qu'ils les soutiennent dans leurs décisions, dans leurs choix. Et c'est ça que je vois en priorité derrière le mot confiance. Oui, ils ont répondu autonomie à 46%, responsabilité à 40%, confiance en soi à 35%. Ce sont que des compétences qui sont propres, enfin qui sont individuelles. Oui, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a analysé, parce que j'étais un peu surpris, moi, parce qu'on leur avait aussi soumis d'autres types de valeurs ou de compétences. Comme ? Il y avait l'empathie, le sens de la communication, le sens du travail en équipe. Alors,
tous n'ont pas effectivement l'expérience, par exemple, d'aller travailler, donc ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont acquis cette compétence-là. Mais en tout cas, moi, je m'attendais à ce que effectivement des compétences plus liées à la vie en communauté ressortent. Et c'est vrai que moi, derrière ces mots-là, autonomie, responsabilité, confiance en soi, je vois effectivement quelque chose d'assez personnel, d'assez individuel. Après c'est peut-être pas comme ça qu'ils l'ont interprété, mais moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné. Quand on compare la réponse sur le développement de la communication sur les graphiques grâce à la famille, alors c'est assez drôle parce que les parents répondent oui à 41%, alors que les jeunes sont seulement 24% à le penser. Comment explique cette différence de perception ? Eh bien, je pense quand même que quand on répond à un questionnaire comme ça, on répond aussi par rapport à nos idéaux. C'est-à-dire que je pense que côté parents, ils pensent que c'est important, effectivement, d'avoir transmis cette valeur-là. Et donc, ils sont plus enclins à voir qu'ils l'ont effectivement transmise. Côté jeunes, je pense que quand on a entre 16 et 25 ans, les priorités, effectivement, qu'on a en tête, c'est savoir comment s'insérer dans le monde du travail, c'est fonder son propre foyer. Et donc, l'autonomie fait partie vraiment du quotidien comme peut-être une injonction, effectivement, à tout ça. Et c'est vrai qu'ils voient probablement moins la valeur qu'il y a dans ce qu'ils ont pu acquérir d'autres, comme le sens de la communication, l'empathie, le travail en équipe. Ce qui est drôle surtout, c'est que les parents ont l'impression de donner ce partage, en tout cas de partager l'esprit de communication avec ces enfants qui eux-mêmes disent oui, enfin non, pas vraiment en fait. Donc il y a vraiment une dichotomie de perception qui est assez énorme. Est-ce que c'est donc du coup l'école qui se charge de développer les compétences vis-à-vis des autres, c'est-à-dire les compétences relationnelles ? Alors ça, on ne l'a pas interrogé dans notre baromètre. Ce qu'on sait cependant, c'est que, puisque Verlo travaille aussi sur ces questions-là, on sait cependant que ce n'est pas non plus une très grande force de l'école de développer ces compétences-là, et notamment tout ce qui est effectivement de la collaboration, du travail en équipe, tout ça à l'école, on ne l'apprend pas super bien. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement une interrogation. Est-ce que finalement... parents comme école négligent ces compétences-là et ça doit nous alerter. Donc c'est effectivement une petite interrogation à avoir, je pense. Sur les aspirations de vie, c'est assez étonnant. Alors là, effectivement, il y a eu pas mal de questions qui ont été abordées. Notamment, 78% des jeunes estiment que la famille est plus importante que leur travail. Comparativement aux générations précédentes, est-ce que c'est moins ou plus ? J'ai pas d'éléments de comparaison, effectivement. C'est dommage pour des chiffres. Oui, c'est dommage. Parce que, du coup, ça ne nous permet pas de savoir. Mais donc 78%, a priori, ça veut dire quoi ? C'est la famille plus importante que le travail. Ça veut dire qu'on peut refuser un poste important pour pouvoir rester à la maison, aider la famille ? Oui, ça peut être ça, effectivement. Ça peut être... en tout cas, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif par rapport à la place qu'occupe la famille effectivement dans l'esprit de ces jeunes qui pourraient, comme ils sont au début de leur carrière professionnelle, se focaliser plus spécifiquement sur le travail. Mais après, il faut voir que quand on rentre dans les détails, ces chiffres-là, ils dépendent aussi beaucoup du vécu qu'ont eu ces jeunes dans leur propre famille en tant qu'enfants. Et on remarque notamment que les jeunes qui ont eu beaucoup de contraintes dans leur propre famille, qui ont dû, par exemple, aider leurs parents avec leurs frères et sœurs, ou qui ont dû travailler pour contribuer aux revenus de la famille, ou qui doivent s'occuper de leurs parents dépendants, ces jeunes-là ont une vision un peu plus négative de la famille et se disent moins, effectivement, enclins à donner priorité à leur famille sur leur travail. Donc, je pense que le vécu familial est très important dans cette priorité qu'on donne ou non à la famille. En revanche, dans les territoires ruraux, ils sont 85% même à le penser, que la famille est plus importante que le travail. Oui. Alors, ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est effectivement que dans les territoires ruraux, on sait, parce qu'il y a eu d'autres études qui ont été menées, qu'il y a parfois aussi plus de pression
de la part de la famille à garder les jeunes auprès d'eux, parce qu'on sait que dans les territoires ruraux, la disponibilité, par exemple, des établissements scolaires, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur, et pas la proximité. Il n'y a pas beaucoup de proximité. Et donc, partir faire des études ou se lancer dans une carrière, ça peut vouloir dire quitter carrément le territoire. Et on sait qu'effectivement, il y a une certaine pression pour garder les jeunes auprès d'eux. Et donc, probablement que ça transparaît aussi dans l'éducation de ces jeunes, ce qui peut-être les amène à répondre effectivement encore plus, donner la priorité à leur famille. Ils sont très nombreux à penser qu'il faut d'abord s'assurer un bon niveau de vie avant d'avoir le projet de fonder une famille. Ils sont vraiment très crispés sur la question financière, finalement, économique. Oui, alors ça n'a rien d'étonnant. Parce que, effectivement, ce qui transparaît, quelque part, c'est quand on voit les messages qui s'adressent aux parents, on voit qu'il y a beaucoup d'injonctions, notamment, effectivement, à être très présent auprès des enfants, à les accompagner tout le long de leur parcours. Et je pense que, vu du point de vue des jeunes qui ne sont pas encore parents et qui pourraient envisager de le devenir, je pense qu'ils voient la parentalité de plus en plus comme quelque chose de difficile, compliqué, et qui nécessite finalement, quelque part, d'avoir des atouts avant de se lancer. Et l'atout financier en est un. Ce qui en dit long quand même sur les problèmes de société que l'on rencontre par rapport à la famille et par rapport aux problèmes économiques, d'autant plus quand on est dans un milieu défavorisé. Oui, bien sûr, mais ce qui ressort effectivement d'autres questions du baromètre, c'est vraiment, et là c'est plutôt les réponses des parents, c'est vraiment qui se sentent en difficulté dans leur rôle parental. Alors ils se sentent en difficulté, par exemple, dans la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Une majorité des parents se sentent en difficulté, et c'est notamment beaucoup le cas pour les pères qui se sentent de plus en plus en difficulté. Ils se sentent en difficulté dans leur mode d'éducation, c'est-à-dire que les messages qui s'adressent à eux sur la façon d'éduquer leurs enfants les déstabilisent beaucoup. Ils se sentent aussi en difficulté dans l'accompagnement de leurs enfants vers leur propre insertion professionnelle plus tard. Donc, le fait que les parents d'aujourd'hui se sentent en difficulté transparaît, à mon avis, beaucoup sur les jeunes et dans leur projection pour le futur. Oui, d'ailleurs, on le voit par rapport aux sujets pour lesquels les jeunes demandent du soutien ou de l'aide. C'est quand même tout à fait étonnant. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cela ? On voit qu'ils sont que 29% à demander un soutien mental. C'est pas le réflexe premier, finalement, de se confier ou de chercher auprès de la famille ce soutien-là ? Alors non, c'est pas forcément le réflexe premier. Effectivement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'ils se tournent plus facilement vers leurs parents quand il s'agit de leur scolarité ou de leur problèmes professionnels que lorsqu'il s'agit effectivement de problèmes personnels. Et c'est notamment vrai vis-à-vis des pères. C'est-à-dire qu'ils se tournent plus facilement vers la mère, plus facilement vers des proches, mais la figure du père n'est pas forcément une figure de référence dans ces cas-là. C'est assez intéressant. Pourtant, dans le top 3 des réponses, effectivement, les sujets pour lesquels donc, aide et soutien sont demandés aux parents, eh bien, il y a le suivi scolaire, vous venez de le dire, les finances, bien sûr, mais aussi leurs amitiés. Donc, il y a quand même un lien avec un besoin de communication et d'entraide sur le comportement, finalement, en société. Oui, effectivement, alors on voit que ce n'est pas le sujet prioritaire. Troisième quand même, il y en a une dizaine. Ouais. Pas rien. Oui, c'est pas rien. Effectivement, c'est sur ce sujet-là, là encore, faut voir vers qui il se tourne dans la famille. Et je pense que c'est intéressant de voir que là encore, sur ces sujets-là, c'est encore la maman qui joue le rôle premier, qui est la figure de référence dans ces cas-là. Mais il se tourne quand même aussi beaucoup vers des proches.
ces questions-là. Donc les parents restent un soutien dans ces domaines-là, mais il y a aussi il y a aussi des références en dehors de la famille pour ces jeunes. Un chiffre qui me paraît quand même assez important, c'est 20% pour leur sexualité. Ils arrivent maintenant à parler de sexualité avec les parents, c'est un peu nouveau ça quand même, non? Alors c'est un peu nouveau, oui, je pense, mais en même temps ça reste assez faible et c'est quelque chose qui est, on va dire, beaucoup dans l'actualité en ce moment, puisqu'on a en ce moment la question autour de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Et on peut se dire que s'il y a seulement un jeune sur 5 qui parle de sa sexualité avec ses parents, ça veut dire qu'il y a une énorme majorité des jeunes qui n'en parlent pas dans la famille et qui probablement a besoin de trouver des réponses fiables. Et je pense que de ce point de vue-là, le rôle de l'école peut effectivement être remis en avant. Le mariage, synonyme de réussite familiale, alors ça non. Hein. Ça clairement, si je fais le calcul, parce qu'il y a évidemment le non pas du tout, non pas vraiment, etc., il ne se prononce pas, enfin on est quand même près des 50%. Oui, effectivement, le mariage ne semble pas forcément la référence en termes de réussite. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la famille reste quelque chose d'important et la volonté de fonder sa propre famille, de s'investir dans cet objectif-là reste important, mais ce n'est plus le mariage qui symbolise effectivement cette famille. Le milieu social, on en a beaucoup parlé effectivement à travers toutes les réponses que vous avez données. Le regard que portent les jeunes sur la relation avec leurs parents varie beaucoup en fonction du milieu dans lequel ils sont. Oui, alors on va dire que nous, les éléments d'information qu'on avait sur les répondants font qu'on a notamment axé ça sur le fait que les jeunes viennent ou non d'un quartier prioritaire. On sait que dans ces quartiers prioritaires, il y a effectivement un niveau socio-économique qui est plus défavorisé. Et effectivement, le regard que les jeunes portent sur la relation avec leurs parents varie beaucoup selon qu'ils viennent de ces quartiers-là ou qu'ils n'en viennent pas. Et c'est notamment le vrai sur la relation de confiance qui est effectivement moins présente chez les jeunes qui viennent des quartiers prioritaires. Vous avez une explication à ça? Parce qu'effectivement, 47% font confiance à leurs parents dans les quartiers défavorisés, alors qu'ils sont 66% dans les quartiers non, justement, dans les quartiers favorisés. Donc, comment on explique cela? Je pense que effectivement, l'attention dont les jeunes ont pu avoir bénéficié dans leur famille est quand même très dépendante des conditions matérielles dans lesquelles leurs parents évoluent. Notamment, il y a plein d'exemples, mais on sait que par exemple, il y a des parents qui ont des horaires décalés, qui ne sont pas présents auprès de leurs enfants quand ils rentrent de l'école. On sait aussi qu'il y a être dans une situation précaire, ça oblige souvent à mettre en œuvre de multiples, on va dire, à mettre en œuvre de multiples actions pour s'en sortir, courir un peu à droite à gauche. Ce manque de disponibilité des parents, même si les jeunes savent que ce n'était pas forcément de leur faute et que ce n'était pas vis-à-vis d'eux, ça ressort beaucoup sur les relations au sein de la famille quand même. Prendre en compte tous ces chiffres, ce baromètre donc, qui a été fait avec Opinionway sur, je rappelle le thème, la famille, un pilier éducatif fragile, est-ce que ça permet d'illustrer à nouveau ce besoin de justice sociale permanente pour être à égalité du rapport de confiance, qui est quand même le thème général, qu'on a besoin vis-à-vis de la famille? Oui, alors, je nuancerai un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses à en tirer, parce qu'on constate quand même que tous les parents, quel que soit leur milieu d'appartenance, ressentent des difficultés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui caractérise plus spécifiquement la période actuelle, parce qu'on parle beaucoup avec des professionnels, nous aussi, du soutien à la parentalité, des gens qui travaillent au quotidien avec les parents, et qui nous disent, en fait, les parents sont paumés en ce moment. Et ça concerne tous les milieux sociaux. Après, il y a effectivement des spécificités qui sont liées au fait d'être dans des conditions de précarité, qui renforcent effectivement ces difficultés. Ce qui veut dire que
effectivement, il y a probablement une attention plus particulière à porter à ces parents qui sont en situation de pauvreté ou de précarité, mais il y a aussi, effectivement, je pense, une prise de conscience à avoir sur le fait que être parent à notre époque, c'est quelque chose qui est perçu comme compliqué et qu'il faut prendre ça en compte que lorsqu'on travaille avec des parents, qu'on soit professionnel de l'éducation ou qu'on soit un élu qui met en œuvre des actions dans sa propre commune. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'il faut prendre en considération. Être parent, c'est compliqué aujourd'hui, en tout cas perçu comme tel. Merci beaucoup Stéphane Lipianski, rapporteur de l'étude La famille, un pilier éducatif fragile, publié donc par le think tank Vers le haut, en partenariat avec l'Institut de sondage OpinionWay. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Alison Le Pape. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des opérations pour ce projet moteur dont on va parler évidemment ensemble. Ousmane Dramé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes lauréat du concours moteur 2024. C'est tout frais, tout juste là, il y a quelques mois. Vous êtes encore dans quelle énergie, dans quelle vibration après avoir gagné ce concours? C'était un rêve de gosse. Ouais. Donc, je garde toujours cette part d'excitation en moi. C'était un super moment, j'ai même pas les mots pour décrire ce moment-là. Une part d'excitation parce que c'est vrai que depuis toujours, vous vous disiez j'ai envie de parler, j'ai envie de véhiculer un message, mais je ne sais pas trop comment le faire. Et ce projet, finalement, il est arrivé comme un bonus. Ouais, il est tombé sur ma tête et ça m'a permis de me découvrir aussi. J'ai appris que moi aussi, je pouvais me livrer. Ouais. Et c'est top en soi.
Alors on en parle de ce projet moteur, pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est un projet d'égalité des chances qui propose donc aux jeunes de 14 à 22 ans. Vous avez quel âge? Moi j'ai 21 ans. 21 ans, tout juste. Voilà, différentes actions donc, et outils dans le but de les aider justement à mieux se connaître, vous venez de le dire, mais aussi à parler, à dire merci à quelqu'un, à peut-être à proposer quelque chose. C'est bien ça, Alison Le Pape? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un projet qui a été fondé en 2017 par Caroline Sénéclose, qui vise à déclencher chez les jeunes de 14 à 22 ans cette envie de progresser, de révéler son potentiel et de gagner en confiance. Donc par cette action très simple de réaliser cette vidéo d'1 minute 30 sur un modèle inspirant. En fait, on a la conviction, et puis notre comité scientifique composé de Boris Cyrulnik, Maurice Korkos, le disent très bien. Identifier un modèle inspirant, c'est apprendre à se connaître, c'est grandir, c'est trouver sa voie. C'était qui votre modèle inspirant, vous y avez réfléchi? Du coup, on me pose souvent la question et je pense que c'est mon père. Et vous avez réussi vous-même, même si vous ne faites pas partie, j'imagine que vous n'avez pas participé vraiment à ce projet-là, mais est-ce que vous avez fait l'exercice d'1 minute 30 sur votre papa? Non. Bon, non, bientôt, Alison. Pas bientôt. Et votre modèle inspirant à vous, c'était qui alors? Moi, j'ai choisi mon quartier. Ah, c'était le quartier, le modèle? C'est ça. Donc ça veut dire beaucoup de gens. Exactement. Pas facile en 1 minute 30. Vous avez relevé un défi compliqué quand même. Pour le coup, c'est vrai que lorsque j'avais commencé à écrire ce que je devais dire dans la vidéo, c'était trop long. Ouais. Donc j'ai dû réduire et j'ai parlé de mon quartier et ça a parlé à plein de quartiers dans toute la France. Et j'ai trouvé ça cool. Bah oui, c'est génial, évidemment. Parlez de votre quartier, dans quel terme? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur votre quartier? Bah, j'ai voulu raconter le fait qu'on veut réussir. Peu importe l'endroit d'où on vient. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre combat le plus grand, le plus mobilisateur, c'est une société où l'enclavement géographique, moral se dissout par cette envie vitale de nous relier, de créer du lien. Notre combat, c'est l'inclusion, c'est la diversité. Oui, l'inclusion, la diversité. Puis surtout, l'inclusion, c'est tout le monde, effectivement, pareil, à même égalité. Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, Ousmane Dramé, cette idée que dans les quartiers, on appelle ça comme ça, ou dans les endroits où c'est peut-être plus compliqué, vous n'avez pas les mêmes égalités des chances de réussite? Ça, je l'ai senti. Vous l'avez senti, vous? Je l'ai senti, mais moi, je me dis, peu importe d'où je viens, il faut que je me donne les moyens. Bien sûr. Et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour. De me donner les moyens de... Certes, je viens d'endroits difficiles, mais c'est pas pour autant que je peux pas réussir. Et pourquoi difficile, selon vous? Ça, après, j'ai pas les mots exacts, mais c'est difficile de par la manière où... Comment est-ce que ça se passe? Et peut-être dans le regard aussi des autres plutôt, non? Dans les clichés encore, dans les fausses idées véhiculées sur la façon dont on se projette par rapport à un quartier, alors qu'en fait... c'est vrai, il y a des clichés je sais même pas pourquoi est-ce qu'il y a des clichés. Il y a du bon comme du mauvais partout. Et moi, je suis fier d'où je viens. C'est où votre quartier d'ailleurs? C'est le quartier des Francs-Moisins, à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais. Il y a plein de super, pas entreprises, pas du tout, j'en perds mes mots, vous voyez, je bégaye. De bonnes idées, en tout cas, voilà, qui émergent effectivement à Saint-Denis. Beaucoup d'associations qui font pour les quartiers, beaucoup de gens qui s'engagent, des initiatives qui sont hyper porteuses pour à la fois tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs aussi. C'est aussi ça que vous avez voulu montrer dans votre film? Exactement. J'ai voulu montrer qu'on est comme tout le monde au final, qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Faut nous rencontrer et voir qu'on est comme tout le monde. Hein. Alors ce petit film, donc d'1 minute 30, vous l'avez donc monté ou vous l'avez fait d'une traite? C'est un plan continu d'1 minute 30 ou il y a eu un montage? Il y a eu un montage. Ouais. J'ai montré, vu que je parlais de mon quartier, j'ai montré plusieurs endroits de mon quartier, en commençant par l'école primaire Auguste Rodin et en finissant par mon collège. Et ensuite, j'ai fait un petit tour de mon quartier en montrant les bâtiments. Et voilà.
Alors, ce jury, forcément, parce qu'il y a un jugement qui se fait, hein, voilà, c'est comme ça, comme partout. D'ailleurs, je rappelle quand même que vous faites partie, non seulement, vous allez aussi à Cannes, hein, pas rien quand même. Hein. Thierry Frémaux aussi a vu votre film. Il vous a dit un mot ou pas? Vous l'avez rencontré? Oui, on l'a rencontré, c'est une personne formidable. Ouais. Il nous a félicité, moi et les lauréats. Génial quand même. 4 jours d'exception, dont une montée des marches et la remise du Clap d'Or. C'est pas rien. Racontez-nous qui sont les membres du jury. Non, c'est très symbolique en effet. Alors, en effet, l'année dernière, le président du jury était Jonathan Cohen. Mais cette année, je tiens à dire que la présidente du jury est une femme assez extraordinaire. Eusanne Palsy, on ne sait pas forcément qui est cette personne parce qu'elle est assez méconnue et invisibilisée en France. Et ce qui est dommage, c'est une productrice, scénariste, réalisatrice martiniquaise, Eusanne Palsy, reconnue dans le milieu cinématographique pour son engagement sur les questions sociétales et politiques. C'est la première femme noire à avoir signé un film à Hollywood. C'est la première femme noire à avoir reçu un César pour son film Rue Cazenègre. Et en 2022, elle a reçu quand même un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Donc ça, voilà, on est très fiers de ce symbole fort pour cette année, de cette femme qui nous accompagne en tant que présidente du jury. On a aussi Gallo Diallo qui sera membre du jury cette année, Isabelle Giordano, Samuel Le Bihan et Jackie Ido évidemment, et d'autres personnes qui nous accompagnent et nous soutiennent. Que des grands noms qui vous parlent, Ousmane Dramé, ces réalisateurs dont on parle, ces artistes, acteurs. C'est incroyable. C'est beau de voir ces personnes qui participent au projet moteur. Et nous les anciens lauréats, c'était un rêve hein, de faire ça, quoi. J'ai pas les mots carrément, je suis toujours dedans. Bah, vous avez raison d'être toujours dedans et c'est fantastique. Alors forcément un rêve maintenant réalisé. Et puis il y a une suite. Est-ce que ça a déclenché ou plutôt maintenu en vous cette idée de vouloir peut-être aller vers le cinéma ou en tout cas parler, pourquoi pas devenir journaliste Ça a déclenché plein de choses. Ouais. Déjà grâce au projet moteur, je me suis mis à réaliser des courts-métrages que j'ai pu faire une avant-première dans la ville de La Courneuve. Ah ouais, génial. J'ai fait une avant-première et ça m'a aussi donné beaucoup de confiance en moi. Et ça a fait que j'ai pu tourner. Il n'y a pas longtemps, j'ai tourné dans une série sur TF1. Laquelle? Le Remplaçant. Ah, Le Remplaçant, la classe avec Joey. C'est ça. Oh là là, la classe. Vous avez tourné, je crois que pour Moteur, on tourne avec le portable, non? Tout à fait. D'accord, encore faut-il être équipé d'un smartphone. J'imagine pour ceux qui n'en ont pas, vous en prêtez un. Alors c'est vraiment pour tout le monde, donc je pense que quelqu'un forcément de la famille a un smartphone. On s'entraide. Ça c'est l'avantage des quartiers, ce qu'il y a moins dans les autres. On peut le dire quand même. Et donc là, pour votre court-métrage, vous avez tourné avec quoi? Le portable aussi? Ça, exactement. Toujours? Toujours le portable. Non, avec mon court-métrage que j'ai fait, j'ai tourné avec une caméra qu'un ami à moi m'a prêté et on l'a tourné. Hein. Donc ça y est, vous essayez vraiment à la réalisation maintenant. C'est ça, exactement. Donc au plan, donc c'est encore une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la trame qu'on raconte et maintenant le regard, l'œil. C'est différent. Petit clin d'œil à Théo Boscar qui réalise cette émission, mais c'est vrai que c'est important, c'est complètement différent. C'est vrai. On raconte une autre histoire aussi à travers l'image. Et pour moi, le cinéma, c'est un moyen de faire voyager, de faire oublier plein de choses. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant tout le processus entre l'arrivée, effectivement, rencontrer Alison, le début chez Moteur, la réalisation, l'après? C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile? Le regard de la famille, les copains? Moi, après, le plus difficile, je pense que j'ai pas trouvé ça difficile. Hein. Oui, c'est ça. Le plus difficile. Ouais, Vous avez le droit de dire qu'en fait, c'était cool, quoi. C'était cool, incroyable. J'ai fait des superbes rencontres que j'oublierai jamais déjà. Quel impact a ce concours sur les jeunes? La confiance en eux, en effet, c'est développer un projet de A à Z, voir l'avenir. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les académies sur 2 sujets qui sont très importants. C'est un travail très concret, l'orientation. Ça permet quand même, ça a une vraie influence sur le jeune, sur son orientation et sur les compétences psychosociales du 21e siècle. Aujourd'hui,
Les réseaux sociaux qui peuvent être dangereux, comme on le sait tous. Le projet moteur, réaliser cette vidéo d'1 minute 30, c'est tourner le téléphone vers l'autre et dire merci à l'autre. Donc déjà, c'est un acte qui est quand même différent. Et puis après, nous, c'est évidemment célébrer la jeunesse, porter la voix de la jeunesse partout, et ce qu'on fait là aujourd'hui en écoutant Ous, et ce qui se passe après le projet moteur. Donc voilà, ça a une influence. Une façon de dire merci au quartier, c'est de dire merci à tout ce qui vous a construit, à tout ce que vous avez réussi à apprendre comme valeur, comme. C'est ça. Racontez-nous comment, ce que vous en retirez de tout ça, du quartier. On est une famille. On est dans le partage, dans la joie. Moi, je retiens que des bonnes choses du quartier. Et c'est comme ça partout. L'envie d'avancer, l'envie de se battre. De réussir. D'être solidaire aussi. C'est ça. Et ce qui est bien avec ma vidéo, c'est que elle a parlé à plein d'autres quartiers, des jeunes d'autres quartiers qui m'ont dit mais c'est dingue parce que c'est pareil chez moi. Et c'est ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que le message, il était universel. Oui, c'est ça, il n'y a pas la fameuse guerre des quartiers, en fait, vous, non. Vous avez outrepassé ça. C'est ça. La grandeur. Ouais, et on se rend compte aussi dans toutes ces vidéos d'1 minute 30, et c'est ce qui est fabuleux avec la jeunesse, c'est qu'elle est plurielle, qu'elle est forte, qu'elle est intelligente, et ils sont engagés. Et c'est là où c'est juste magique de regarder toutes ces vidéos d'1 minute 30. C'est de voir à quel point cette jeunesse est engagée. Alors, être engagé sur les questions effectivement écologiques, on l'a vu beaucoup, sur l'égalité des chances, bien sûr, mais sur le fait de dire merci, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément cet automatisme de se dire on a quelqu'un qui nous a inspiré, qui a été important dans nos vies, que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on admire tout simplement, ou quelqu'un de la famille. C'est pas toujours évident. Est-ce que ça, c'est aussi une autre façon de voir et qui a permis peut-être à d'autres de vos amis de se dire allez, je tente l'affaire, quoi, j'y vais? Ouais, ça a permis. Après, comme vous avez dit, on pense pas souvent, on ne sait pas à qui dire merci. Et c'est un bon moyen de remercier les personnes qu'on aime. C'est super. L'occasion de dire merci à Alison aujourd'hui. Ouais. Ouais, bien sûr. Et merci à Moteur encore. Ouais. Parce que sans eux... Eh ben merci moi, je vous remercie à vous deux d'être venus sur le plateau du Grand JT. Alison Pape, directrice d'opération moteur du projet moteur, et Oussama Dramé, lauréat du concours moteur 2024. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et vous ne nous oubliez pas quand vous serez oscarisé et tout à Hollywood. Et juste un dernier mot, vous pouvez encore participer au concours jusqu'au 1er avril sur le site internet, leprojetmoteur.org. Voilà. Merci à vous. Merci. On retrouve Guillaume pour sa chronique. Pour votre chronique, cher Guillaume, nous allons fêter un anniversaire, celui de YouTube. 20 ans pour la célèbre plateforme de partage de vidéos. Comment tout cela a débuté? Racontez-nous. On revient un peu dans le passé, au début des années 2000. Ils sont trois: Steve Chen, Shaderley et Jawed Karim. Trois collègues qui travaillaient chez PayPal initialement et qui ont imaginé un site de rencontre pour lequel chacun pourrait mettre de la vidéo. Sauf que après plusieurs semaines, eh bien, il y a eu aucun utilisateur. Et tout a basculé 4 ans plus tard, en 2004, dans les jours qui vont suivre le Super Bowl, la finale du football américain, avec l'affaire du Nipplegate, je ne sais pas si certains s'en souviennent, où on a vu en fait un sein de Janet Jackson qui a été dévoilé par Justin Timberlake lors du show en fait de ce Super Bowl. Jawed Karim, donc l'un des trois collègues, a raté la scène en direct. Il s'est dit je veux la voir, sauf qu'il ne l'a pas trouvée. Il s'est dit beaucoup de gens sont peut-être comme moi, et c'est ce qui a fait qu'il a décidé, et ils ont décidé de créer YouTube, un hébergeur de vidéos avec tous les sujets possibles et imaginables. Alors, pourquoi ce choix de nom? Réponse de François Saltiel, il est journaliste spécialiste du numérique, c'est au micro de France Info. YouTube, c'est deux noms, c'est à la fois You et Tube. Alors You, ça veut dire toi, c'est-à-dire que ça parle de toi, ça parle de nous, chacun peut être son propre média. Et Tube, ça reprend le tube cathodique, qui est celui de la télévision. Donc c'était une sorte de nouvelle télévision, une télévision moderne, une télévision qui parle de nous, qui parle de toi, YouTube.
Alors le site youtube.com voit le jour le 14 février 2005. La toute première vidéo a été publiée le 23 avril 2005. Elle est d'ailleurs accessible, elle compte 349 millions de vues. Elle s'appelle Me at the Zoo, pour moi au zoo. Alors ça dure 20 secondes. En fait, on voit l'un des fondateurs qui se trouve en fait juste devant la cage des éléphants. Il décrit ce qu'il voit, rien de bien intéressant, mais c'était cette première vidéo. Voyant un tournant dans le monde numérique, Google a racheté YouTube une année plus tard pour 1,65 milliard de dollars, rien que ça. Et aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième réseau social le plus utilisé. Ah ouais, 20 ans plus tard, YouTube cartonne toujours autant. Alors, on peut tout trouver. Il y a tutos beauté, recettes de cuisine, documentaires, clips musicaux, jeux vidéo, il y a tout. Ouais, il y en a pour tous les goûts, en fait. Effectivement, YouTube, c'est quand même accessible dans une centaine de pays, 80 langues, avec une application qui compte 2,5 milliards d'utilisateurs par mois à travers le monde. Temps moyen passé sur la plateforme 35 minutes. La chaîne YouTube la plus populaire, 269 millions d'abonnés. C'est un vidéaste américain, il s'appelle MrBeast. Et côté français, on a 450 chaînes YouTube qui ont plus d'1 million d'abonnés. YouTube aussi a vu la création de nouveaux métiers, les youtubeurs, les streamers comme on les appelle. En France, c'est Thibaut InShape qui est le premier avec 26 millions d'abonnés. Squeezie est deuxième avec 19 millions. Et puis il y a Lowfigure et puis Cyprien également qui était là au tout début quand c'est arrivé en France. Une tendance qui est née, le youtubeur donc. Et ça attire les jeunes. Et sachez que le Parisien, on a même fait une fiche métier si vous souhaitez vous renseigner avec les salaires, la formation, mais attention à ne pas trop avoir des étoiles dans les yeux. Youtubeur, ça attire, mais est-ce que ça fonctionne? C'est plus difficile. Écoutez une nouvelle fois la réponse de François Saltiel. Les youtubeurs stars comme ça gagnent de l'argent parce que le modèle économique de YouTube, c'est un partage des recettes. C'est-à-dire que toute la publicité qui va être générée grâce aux millions de vues de ces vidéos sont partagées entre YouTube et le créateur. Mais attention, Julien, vous le savez, il y en a que quelques-uns qui gagnent vraiment leur vie sur YouTube. C'est réservé à une élite. Et la plupart des youtubeurs, même ceux qui sont beaucoup suivis, ne gagnent pas forcément des centaines et des millions. Donc c'est un métier d'avenir, on va dire, un peu complexe pour arriver à vivre totalement de YouTube. Alors, la différence entre youtubeur et influenceur, c'est quoi? Un youtubeur, c'est qu'on crée du contenu uniquement sur YouTube. L'influenceur, c'est des marques en fait qui viennent le chercher et à qui on dit écoute, moi je te donne de l'argent et puis en contrepartie tu me fais de la pub. L'idée d'influencer justement les personnes qui regardent là ou sur YouTube. Influencer l'achat. Effectivement, influencer l'achat. Là où les youtubeurs vont par exemple vous parler d'un jeu vidéo, vont jouer à ce jeu, vont faire des vannes par exemple. On pense à McFly et Carlito, on pense à Cyprien, à Squeezie, bref ils sont nombreux. Mais sur YouTube vous pouvez aussi trouver de la musique et justement c'est ce qui cartonne avec le top 10 des vidéos les plus regardées. En premier, c'est Baby Shark Dance, 16 milliards de vues depuis le 17 juin 2016. Non. C'est une comptine en fait. Non, s'il vous plaît. Non, je vous promets. C'est comme Petit Papa Noël, après ça part plus. C'est comme Maria Carré, c'est affreux. Parce que sinon vous l'avez pour la journée, vous irez chercher justement sur YouTube. Cette musique justement, et sur YouTube, c'était pas vraiment le premier objectif en fait de la plateforme. Ça y est, je l'ai. C'est affreux. YouTube au début, c'était pas forcément prédestiné à la musique, mais en fait on se rend compte que dans l'usage, beaucoup de gens ne regardent pas YouTube. Les gens écoutent YouTube. La dernière en date, Baby Shark, c'est pour les enfants et on sait qu'il y a un grand usage en fait de YouTube du côté du public jeunesse. Et cette vidéo, il faut bien le dire, est assez entêtante. Une fois qu'on l'a en tête, c'est pour toute la journée. Et quand vous regardez en fait ce tableau, on a quand même 48% des utilisateurs qui consultent de la musique. Pour 35%, c'est des vidéos virales. 28%, c'est la diffusion en direct. Et puis pour 26%, ce sont des vidéos à titre plutôt éducatif. Alors, YouTube est évidemment venu challenger les médias traditionnels que nous sommes. Parce qu'en fait, c'est un média et c'est un outil qui est accessible à tout le monde. Ce qui permet aujourd'hui à tout à chacun de devenir son propre média. J'ai envie de dire quelque chose, je prends le micro et j'y vais. La plateforme aussi a vu l'émergence dans un autre style d'humoriste ou encore de contenu qui vulgarise l'information. Selon Rich, un expert en influence marketing, 72% des Français justement l'utilisent avant tout pour se divertir. Pour la moitié, c'est pour s'informer et pour s'inspirer. YouTube a vu l'émergence de contenus humoristiques et sérieux. Attention, il y a quand même des limites. Écoutez. C'est surtout le divertissement qui marche. Et on remarquera que YouTube a fait naître toute une génération d'humoristes, des gens qui ont commencé par YouTube et qui ensuite ont intégré le paysage traditionnel, la télévision ou même la scène. Et YouTube, c'est aussi un outil pour apprendre des choses. C'est-à-dire que la plateforme, elle a commencé par le divertissement et ensuite on a eu des spécialistes. Alors il y a des gens qui sont très référencés, très cotés. Je pense par exemple à Nota Bene, qui est un YouTuber français qui fait de la vulgarisation scientifique sur l'histoire. Et là, on peut être certain en fait de la qualité de l'information qu'il nous propose. Après, tout à chacun parle. On ne sait pas forcément si cette personne a de la crédibilité et on peut tomber sur des contenus qui disent vraiment n'importe quoi. C'est le cas notamment sur le climato-scepticisme. Il faut toujours savoir exercer son esprit critique également sur YouTube en se demandant toujours qui est la source, qui me parle.
car sur toutes les plateformes, il y a un problème, c'est la modération, et encore plus sur YouTube, puisqu'il y a des milliards d'utilisateurs, il y a donc plusieurs millions de vidéos. Si vous tapez certains mots-clés, vous allez peut-être tomber sur des vidéos qui sont loin d'être appropriées. Et puis YouTube est aussi un incontournable pour les entreprises. Oui, 41% des entreprises intègrent la plateforme dans leur stratégie, qui profite donc de la puissance de recommandation des créateurs. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En 2024, 7% des vidéos comportaient ainsi un partenariat commercial. L'attractivité de la plateforme ne se dément pas. La croissance du nombre d'abonnés y est plus rapide que sur Instagram. Et puis le format court, là aussi, connaît un véritable succès. Les YouTube Shorts, c'est pour concurrencer un peu les réels qu'il y a notamment sur Instagram, ou pour concurrencer TikTok. Ça fonctionne. Ils ont quand même généré 73 milliards de vues, ces réels sur Instagram et sur TikTok. Donc vous l'aurez compris, un bon anniversaire à YouTube qui a encore de l'avenir. Merci beaucoup Guillaume, ce petit geste, ce petit salut. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Votre région a mis en place un portail unique, numérique, pour les manuels numériques aussi. Ça s'adresse aux élèves et aux enseignants. En quoi ça consiste pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore ce portail, et pourquoi c'était une priorité de la région en cette rentrée 2024 ? Alors, comme vous le savez, les régions s'occupent des lycées. Donc, cette plateforme concerne effectivement les 450 000 lycéens et les 45 000 enseignants des 470 lycées de la région Île-de-France. Donc, on voit que c'est quand même un volume relativement important. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi qu'on voulait simplifier cet usage. La région a fait le choix, et sa présidente Valérie Pécresse, d'acheter les manuels scolaires à la place des familles, puisque ce n'est pas une compétence de la région. En théorie, c'est aux parents d'acheter les manuels. Et depuis un certain temps, on a fait le choix de le faire. Au moment de la réforme du bac, en 2019, s'est posé la question, est-ce qu'on rachète des manuels papier, des manuels numériques ? Et on a offert l'opportunité aux établissements de choisir manuel numérique, manuel papier. Et du coup, on se rend compte qu'au niveau manuel numérique, les élèves ou les enseignants peuvent avoir 6 ou 7 interfaces différentes. Soyez chez Hachette, Editis, enfin les différentes maisons d'édition, chacun a son interface. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, on s'est rendu compte en termes d'usage, en termes d'études, avec différents portails. Et on s'est dit que finalement, dans cette volonté de renforcer l'usage de ces manuels, il fallait installer cette plateforme. Ça a pris un peu de temps, il y a eu des échanges, on est évidemment dans le cadre de marché public, donc des appels d'offres. Ouais. Et aujourd'hui, pour cette rentrée 2024, on arrive à ce portail et on le lance là maintenant. Alors pourquoi le Sud ? Et pourquoi le Sud Parce qu'il y a plus de besoins, plus reculé, ou un coup de foudre par rapport à... Un concours de circonstances d'une part, et puis la sidération d'une région dans laquelle il y avait encore très peu de choses, pas d'infrastructures, très peu de construction, isolée géographiquement du reste de la région d'Atsimo André-Falane et de Madagascar, et un désir aussi très vivement exprimé des villageois sur le village d'Amboul, qui est la localité de la première école. D'accord. Et donc, qui est devenu une évidence. Donc, après 20 ans, c'était fort aujourd'hui de se remémorer ce qui a été à l'origine de cette association, et puis de regarder aussi les enjeux de demain. 2004, effectivement, donc, vous avez choisi Madagascar. Dès 2006... il y a eu cette première école, c'est ça ? Oui, en 2004, l'association est créée et la construction est immédiatement lancée de la première école. Et donc, elle est inaugurée en 2006. C'était au final le plus difficile, la construction de cette première école. Après, tout s'est enchaîné, même si j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'étapes et beaucoup de chapitres pendant ces 20 ans. Oui, c'est la première école, c'est la première... Parce que vous avez combien d'écoles aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a en fait 10 établissements scolaires, donc il y a 6 écoles primaires, 3 collèges et un lycée. Et aujourd'hui, l'association scolarise 4000 enfants et emploie 158 personnes. Vous êtes doublement neuroatypique, à la fois autiste, Asperger de haut niveau et synesthète. Alors autiste, Asperger, on en a déjà souvent parlé sur ce plateau, peut-être qu'on y reviendra. Mais alors synesthète, jamais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? La synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui touche peut-être 4 ou 5% de la population. Phénomène où, quand on a une perception de quelque chose, c'est doublé d'une autre perception. Donc, c'est-à-dire, chez moi, je vois les mots et les chiffres également en couleur.
avec des textures, avec des formes, des personnalités même parfois. Voilà, alors je disais que le 37, vous paraissez grumeleux comme du porridge, toujours. Toujours. D'accord, et les prénoms, ça marche avec les prénoms? Ça marche, ça dépend du prénom, parce qu'il s'agit de la couleur de la première lettre. D'accord. Donc Emmanuel? C'est vert. C'est vert, ok, super. Guillaume? Guillaume, c'est vert aussi, mais pas le même type de vert. Elle se base sur quelle plateforme, justement Alors, le gagnant de ce marché a été la société Pearl Trees, une start-up francilienne, avec qui on travaillait déjà au moment du Covid. On avait lancé Pearl Trees pour les enseignants. Je dirais que c'était un peu sa première version, sa première brique. C'était le feuille, colle, ciseaux de l'enseignant. Parce que l'enseignant, quand il fait son cours, il prend jamais le manuel dans son intégralité. Il recrée, il prend des contenus, il va à côté, il va sur Internet, et il a besoin de rassembler. Et en fait, finalement, Pearl Trees, dans sa première brique, offrait cette possibilité à l'enseignant d'agréger tous ces contenus de manière facile, ergonomique, et de pouvoir les diffuser. Et c'est ce qui vous a plu dans ce qu'elle propose? C'est ce qui nous a plu parce qu'en fait, presque 2/3 des enseignants de la région Île-de-France se sont appropriés cette brique. Donc il y a déjà une connaissance et un usage intensif. Et on sait que c'est important, on a beau proposer une brique techno, il faut que les enseignants et les élèves se l'approprient. Et on avait déjà cette possibilité-là. Et derrière, on s'est dit, par rapport à cet investissement, puisque la région met quasiment 10 à 12 millions d'euros par an dans ses manuels chaque année, on voulait que ça soit pleinement utilisé, vraiment utilisé, et on avait quelques doutes. Doutes qui sont difficiles à objectiver, aussi avec des interfaces différentes, puisque nous n'avions aucune donnée d'usage. Vous avez 100% de réussite au certificat d'études et au brevet. C'est quoi le secret de cette réussite, néanmoins, malgré ce manque de moyens ? Je crois que c'est un énorme désir, d'une part, des familles et des enfants dans les écoles, puisque dans les villages, il faut imaginer qu'il n'y a absolument aucune construction pérenne, en dur, et que l'école est ce qui rythme la vie en brousse. Des instituteurs qui sont très conscients et consciencieux de leur quotidien, de leur métier chaque jour, et une exigence aussi dans l'implication et dans le présentiel que nous avons, nous, sur place, auprès d'eux. Mais après, je crois qu'il y a une telle fierté d'aller à l'école que les résultats sont là, en fait. Leurs enfances, qui sont quand même souvent un petit peu compliquées, et notamment parce que c'est le moment où on rencontre à la fois les normes, et ils ont un rapport complexe aux normes, et les autres. Et le rapport aux autres n'est pas super simple non plus. Non. C'était mon cas aussi, donc né dans la banlieue londonienne, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi dans les années 80, c'était pas facile, on connaissait pas l'autisme à l'époque, très peu. J'étais très sensible, ce qu'on dirait aujourd'hui hypersensible, par rapport aux lumières, par rapport au bruit. J'avais des crises d'épilepsie, ce qui est malheureusement assez courant chez les personnes neuroatypiques, heureusement soignées depuis très longtemps. Mais j'ai adoré les livres, j'ai adoré lire. La lecture m'a aidé à apprendre l'empathie, parce que dans les livres, surtout dans les romans, il y a des dialogues, on apprend à lire littéralement dans les pensées des autres. On apprend les émotions, on apprend le rapport à l'autre. Donc ça m'a beaucoup aidé, et sans doute c'était le début de ma vocation d'écrivain. Avec des parents tout à fait formidables, et ça aussi on le voit quasiment dans tous les parcours de vie que vous racontez, le rôle des parents. Alors c'est une banalité que de le dire, parce qu'il est essentiel en toutes circonstances, mais j'allais presque dire il est encore plus quand on a un enfant neuroatypique. C'est ça. Il y a l'histoire par exemple de Billy qui est non-verbal. Et lui, mais c'est un enfant doté de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'humour, de beaucoup de sensibilité, mais ça ne passe pas par la parole. Donc il était obligé d'apprendre autrement. Et la maman, le papa aussi, d'apprendre avec lui comment faire, quelle technologie utiliser pour l'aider à s'exprimer, la peinture aussi, la musique, d'autres moyens qui n'ont pas l'obligation de passer par le langage, parce que pour lui, le langage, c'est quelque chose qu'il n'utilise pas. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation aujourd'hui, c'est Théo Boscar, le son Thibaut Goury-Lafont, Laure Edmond au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction, Guillaume Buan, ici présent, journaliste émérite du grand JT et chroniqueur
invétéré. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un autre grand JT. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain.